Décroissance Île-de-France. Décroissance Île-de-France, excusez-moi, d'avoir organisé ce débat sur des questions qui sont taboues et que je trouve urgentes et nécessaires d'être discutées. Je trouve que c'est courageux et ça mérite d'être salué. Alors, moi c'est Quentin de Lieu commun. Lieu commun, c'est un collectif de quelques personnes qui existent depuis une dizaine d'années. On élabore quelques brochures, dont quelques dernières sur les gilets jaunes, là, mais j'en ai parlé beaucoup. On réfléchit essentiellement autour de la notion de démocratie directe à partir des travaux de Castoriadis. Voilà. En guise d'introduction, pour nous, la décroissance, nous sommes décroissants, c'est ce qu'on appelle la redéfinition collective des besoins. Voilà. C'est notre manière de décrire la chose et c'est indissociable de la démocratie directe. Voilà. Je vais à l'encontre de l'intervenant qui disait que la décroissance pouvait nécessiter une autocratie. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Démocratie directe et décroissance sont absolument indissociables. On pourra en discuter, mais il ne peut pas y avoir de décroissance s'il n'y a pas d'égalité sociale entre les gens, minimale. Sinon, il y a une élite, et l'élite, anthropologiquement, elle consomme beaucoup plus que la population. Et comme l'élite est admirée, que c'est un exemple à suivre, il ne peut pas y avoir de décroissance. Ou alors, on tombe vraiment dans une dictature mixte. Qui ne peut pas être efficace pour X raisons, pour en discuter. Et réciproquement, une démocratie directe, ce sont des gens qui normalement sont amenés à prendre des décisions adultes. Et une fois qu'on a les bonnes informations et que les idéologies ont été critiquées, il n'y a pas de raison que les gens ne prennent pas les bonnes décisions. Voilà, donc nous faisons le pari de la lucidité contre l'idéologie. Et nous posons des problèmes qui, des fois, ou bien souvent, n'ont pas de solution. A priori, les solutions, c'est aux gens de les trouver. C'est pour nous l'essence de la démocratie. Ce que je vais faire ce soir, aujourd'hui maintenant, je vais aborder la question de l'immigration et des croissances. Autrement dit, j'aborde les questions de nitroglycérine, ça a été dit tout à l'heure, par la face nord, on va plonger les mains dedans. Voilà. Alors, je ne vais pas du tout... si, alors je vais commencer par ça. Pourquoi la question de l'immigration? Ça a été dit, parce qu'on nous promet des migrations croissantes et massives. Elles ont commencé déjà, on a eu la confirmation tout à l'heure. Pour trois raisons essentielles: les bouleversements écologiques planétaires qui ont commencé à être sensibles, l'explosion démographique, on en a parlé, et des questions de géopolitique, d'effondrements régionaux dont on n'a pas parlé, mais qui sont importants aussi. Je parle de l'islam américain, je parle de la bande sahélienne en Afrique, du Moyen-Orient. Ce sont des régions qui sont en train de s'effondrer. Voilà, ce qu'on appelle les trous noirs géopolitiques, on ne sait pas trop ce qui s'y passe lorsqu'on pense à la Libye, lorsqu'on pense au nord du Mali, lorsqu'on pense au Honduras, etc. C'est un phénomène relativement nouveau. Ces migrations massives vont amener des changements sociaux considérables dans les pays d'accueil, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, l'Europe, etc. On peut s'en réjouir, on peut s'en inquiéter aussi. Dans tous les cas, il me semble extrêmement important que les écologistes arrivent à se saisir de la question et à élaborer un discours, sinon des pratiques intelligentes et cohérentes. Ce que j'entends aujourd'hui de la part des écologistes, particulièrement du côté d'Europe Écologie Les Verts, c'est plutôt des promesses, des bonnes intentions qui ne coûtent rien. On est tous d'accord, il faut être gentil avec tout le monde. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'était la grande leçon du XXe siècle. Il me semble qu'on est reparti de plus belle. Je vais expliquer là-dessus. Alors, on est tous ici, a priori, plutôt en tant que Français, pro-immigration. Parce que nous sommes de gauche et parce que nous avons un imaginaire plutôt humaniste, en général. Pour trois grandes raisons. D'abord parce que j'imagine que nous avons tous l'expérience de la fréquentation d'immigrés. Nous en sommes peut-être nous-mêmes, nous avons de la famille. En ce qui me concerne, moi j'ai passé les trois quarts de ma vie en banlieue nord, dans un grand ensemble. Mes études, je les ai suivies avec une grande partie de personnes qui étaient issues de l'immigration. Ce sont mes amis, ce sont mes camarades, ce sont ma compagne et ma belle famille. Et puis je pense que beaucoup d'entre nous aussi ont voyagé dans le monde occidental et que la fréquentation d'étrangers est pour nous quelque chose de naturel. Deuxième raison qui s'ensuit, qui fait que nous sommes plutôt pour l'immigration en général, c'est que pour nous les échanges culturels ont un sens extrêmement profond.
c'est ce qui permet de se comprendre soi réellement et de comprendre l'altérité, l'autre. C'est un peu la maxime en Grèce antique, c'est Aristote, je crois, qui avait, dans ses métaphysiques, pointé la proximité entre le penseur et l'étranger, parce que le penseur et l'étranger ont tous les deux du recul vis-à-vis de leur situation, de leur société dans laquelle ils vivent. Et effectivement, moi personnellement, la fréquentation des étrangers m'ont énormément apporté intellectuellement dans la compréhension de l'imaginaire dans lequel j'étais né. Voilà. Dernière chose, nous sommes évidemment humanistes et pour la libre circulation des gens, a priori. Pour nous, l'asile, les politiques d'asile sont extrêmement importantes et ce sont une condition sine qua non de l'idée que nous faisons d'humanité. Voilà. Tout ça nous place plutôt du côté, a priori, de ce qu'on pourrait appeler l'éco-socialisme, en opposition à l'école malthusienne ou populationniste en général, qui a très mauvaise presse en France. Et ce clivage recoupe un petit peu, beaucoup je trouve, un clivage au sein des écologistes entre les anticapitalistes et plutôt les biologistes, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'opposition. Les uns qui parlent plutôt d'un modèle politique et social, les autres qui parlent plutôt de population. D'où le côté très tabou du débat d'aujourd'hui. Moi je pense que cette position est fausse radicalement. C'est ce que je vais essayer de montrer à travers le cas de l'immigration. Je pense que les deux appartiennent à des idéologies et que l'idéologie c'est un prêt à penser qui nous empêche de penser. C'est un peu dérangeant, mais c'est un risque à prendre. Une précision importante avant d'attaquer, de plonger les mains dans l'hydroglycérine. Un immigrant, dans ce dont je vais parler, n'est pas réfugié. Les choses sont assez différentes. Il y a très souvent, et c'est extrêmement idéologique, et on croit que c'est rendre service, mais ce n'est pas du tout le cas. Les choses sont très différentes. Un réfugié, quelqu'un qui fuit un péril imminent. C'est une question de vie ou de mort. Voilà. Moi, par exemple, j'ai côtoyé quelques réfugiés. Dernièrement, Walid al-Husseini, je ne sais pas si vous connaissez, un Palestinien athée qui a dû fuir la Palestine parce qu'il était menacé par l'autorité palestinienne, il a fait la prison, il a été menacé de mort, etc. Il est réfugié en France. Ça c'est un réfugié au sens où on l'entend, au sens plein du terme. L'ironie, et c'est qu'il ne peut pas aller dans le 93, moi j'habite dans le 93, il ne peut pas me rendre visite parce qu'il était menacé par d'autres immigrés. Des immigrés, non pas des réfugiés justement. Un immigré, alors qu'est-ce que c'est d'abord quelqu'un qui est globalement issu de la classe moyenne, dans son pays d'origine, de la basse classe moyenne. Voilà. Ce n'est pas les plus pauvres qui émigrent, ce n'est pas les plus riches qui émigrent non plus. C'est une classe moyenne. C'est une personne qui vient globalement, comme ça a été dit tout à l'heure, pour augmenter son niveau de vie. Globalement, on en discutera. C'est quelqu'un qui va être amené, ce sont un peu mes critères de jugement, à retourner dans son pays, à faire des allers-retours et à envoyer de l'argent. Voilà. Bon, c'est un réfugié qui, si jamais il retourne dans son pays, est passé par les armes. Voilà. Donc une situation assez différente. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, ce que j'entends par immigrés, ce sont les communautés les plus importantes qu'on a en France. Les immigrés, donc d'abord les Algériens. Alors, je parle des immigrés et de la première génération. Algériens, Marocains, Afrique subsaharienne, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc. Les Italiens, les Portugais, les Espagnols. C'est ça dont je parle. Voilà. Lorsque je parle d'immigrés, il ne faut pas imaginer les Yézidis ou les chrétiens d'Orient qui fuient les massacres et qui arrivent en canot. Voilà. C'est pas ça, c'est pas ce que j'entends par immigrés. C'est pas ce qu'on a vu en France depuis 50 ans. Et c'est 90% au moins des gens que vous croisez, des immigrés que vous croisez dans la vie courante, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des immigrés. Alors, immigration et décroissance, le sujet, je me suis mis là-bas, enfin, Jean-Luc a mis là-bas un peu haut. Alors j'ai attaqué par une question beaucoup plus simple, immigration et croissance d'abord. Est-ce qu'il y a un lien réel entre les deux? Ou qu'est-ce qu'on peut en dire, en tout cas? Alors la situation est assez simple. Si on écoute le Fonds monétaire international, si on écoute l'Organisation mondiale du commerce, si on écoute l'ONU, si on écoute la Banque mondiale, si on écoute toutes les oligarchies de France et de Navarre, et d'Europe et du monde, si on écoute le patronat, si on écoute les radios, les télés, les journaux, un immigré apporte la croissance. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'il faut être pro-immigré, parce qu'il faut être pour la croissance. Je ne connais aucun discours
qui me disent qu'il faut accueillir les immigrés, qui vont nous aider à décroître. Évidemment. Alors c'est pas étonnant, évidemment, un immigré, quelqu'un qui consomme, ça a été dit, qui consomme plus ici que là-bas, c'est aussi un travailleur, et il fait des enfants. Voilà, autrement dit, c'est une bouche qui mange, ce sont des bras qui s'activent, et c'est un sexe qui produit. Voilà. C'est ce qui augmente le PIB, évidemment, et c'est le pari de l'Allemagne lors de la crise migratoire de 2015, qui a ouvert les frontières. Le but était explicitement d'augmenter la puissance économique, le dynamisme industriel du pays, dans sa rivalité avec la France et avec les autres pays. Donc, l'immigration est une arme économique. Tout ça est très discutable et c'est discuté, ça a été abordé. Je pense notamment aux travaux de Tribala, Michel Tribala, qui n'est pas là malheureusement. C'est tout à fait discutable parce que ça dépend évidemment énormément de facteurs. Ça dépend qui émigre, est-ce que ce sont, ça dépend des classes d'âge, ça dépend du niveau d'éducation, ça dépend du niveau de qualification, ça dépend de la distance culturelle, etc. etc. Et ça dépend aussi, mais comme toutes les mesures économiques, qui ont une fausse apparence de scientificité, mais n'ont rien de scientifique, si on internalise les externalités. Est-ce qu'on compte dans le bilan comptable de l'immigration, est-ce qu'on compte l'alphabétisation, est-ce qu'on compte la délinquance qui est inhérente, est-ce que l'on compte le communautarisme, etc., etc. Évidemment, non. Autrement dit, on peut tout à fait discuter sur le bénéfice économique ou non. Dans tous les cas, même si on arrive à un résultat déficitaire, ce n'est pas ça qui fait la décroissance. Vous savez mieux que moi qu'il n'y a rien de pire qu'une société de croissance qui n'a plus de croissance. Voilà. Tous ces discours officiels ne devraient pas être une surprise, parce que l'immigration telle qu'on la connaît en Europe est une invention patronale. Que ce soit l'immigration interne à la nation ou externe, internationale. L'immigration telle qu'on la connaît est née au cours du XIXe siècle, au cours de la période industrielle, lorsque le capitalisme, les usines avaient besoin de main-d'œuvre, évidemment, ce qui permettait de contourner les résistances locales. Autrement dit, l'immigration, c'est d'abord un projet du patron pour trouver une main-d'œuvre au marché, qui permet de tirer les salaires à la baisse de manière générale, qui permet de casser les grèves éventuellement, vous avez vu Germinal, j'imagine, et qui permet également de briser les solidarités dans des collectifs. Dans des chaînes de montage, on mettait dans les années 60 un Français, un Portugais, un Algérien, un Français, un Portugais, un Algérien. Voilà. Ça évite qu'il y ait des coagulations qui pourraient devenir des foyers de contestation. Évidemment, durant un siècle ou deux, le mouvement ouvrier en France et dans les pays occidentaux, en Allemagne ou en Angleterre, ont réussi à intégrer cette masse d'immigrés et à détourner les objectifs patronaux, notamment en créant les associations internationales du travail, pour arriver à se coordonner entre ouvriers à l'échelle internationale, pour éviter que le patronat utilise les masses ouvrières les unes contre les autres. Ça a été relativement efficace, mais en tout cas, le fait que l'immigration soit un projet du patron était évident pour tous les socialistes de l'époque, y compris Marx et Jean Jaurès, etc., et tous les communistes et socialistes, jusqu'aux années 80. Aux années 80, il y a eu un basculement, je ne vais pas en parler, mais on pourra en discuter. Et depuis 1980, l'immigration, bizarrement, est vue comme un projet de gauche, et ce serait révolutionnaire que défendre l'immigration. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est précisément? On ne peut pas dire qu'il y ait un changement fondamental de situation, on dirait plutôt que les phénomènes que je viens de décrire ont été décuplés. L'immigration d'aujourd'hui est différente de celle d'hier, et il y a 3 cercles vicieux qui se sont mis en place. Le premier cercle vicieux, c'est lié au piège du tiers-monde. Ça a été dit là tout à l'heure, les économies occidentales, mais même chinoises maintenant, et russes, utilisent les ressources des pays du tiers-monde, des pays plus pauvres, les ressources minérales, les ressources biologiques. C'est ce qu'on appelle en France la France-Afrique. C'est tout à fait classique. Et dans le cas de la France-Afrique, l'immigration, c'est extraordinaire, ça permet de priver le pays de sa jeunesse un peu agitée, un peu contestataire. Une jeunesse qui peut être au chômage, l'émigration est une façon de gérer un chômage local, c'est très clair en Tunisie, une jeunesse qui est délinquante, une jeunesse qui est militante, qui appartient à la classe moyenne. L'immigration, c'est ce qui permet de vider un pays non seulement de ses ressources minières, mais des ressources humaines aussi.
pour illustrer la chose, la révolution tunisienne, le soulèvement tunisien de 2011, que j'avais suivi de près, parce que j'avais des amis là-bas, et dans le collectif, il y avait des Tunisiens qui sont partis depuis. Le soulèvement en Tunisie, qui a donc rompu le lien entre la France et Ben Ali, le dictateur dont vous avez, j'imagine, entendu parler. Ce soulèvement a été effectué par les Tunisiens qui sont restés au pays. Ce n'est pas les immigrés tunisiens ici qui ont fait la révolution là-bas. C'est les Tunisiens qui ne sont pas partis, qui sont restés. Donc, si on enlève la jeunesse d'un pays, il n'y a plus de révolution qui sont possibles. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Algérie. Si c'est vraiment une révolution qui est en train de se dérouler, ce sont les gens qui sont restés là-bas. Ce n'est pas les gens qui viennent. Même chose pour le Soudan, etc. Autrement dit, si on veut rompre ce système de France-Afrique, ce n'est pas du tout par l'accueil d'immigrants en France. Ça c'est un argument qu'on entend de toute façon, oui, mais on pique les gens là-bas, donc c'est normal d'accueillir la jeunesse. C'est une sorte de compensation. Mais il faut comprendre que l'immigration, c'est un morceau de puzzle qui rentre exactement dans l'exploitation des fermes. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. Je pense notamment avec l'Algérie, relation avec l'Algérie, un des facteurs de négociation entre la France et l'Algérie, c'est les visas. D'après un sondage, 60% de vrais Algériens qui veulent quitter l'Algérie pour venir en France, la France négocie les visas avec l'Algérie. Le nombre de visas. C'est une négociation diplomatique. Deuxième, donc c'est un cercle vicieux, vous comprenez bien, moins il y a de jeunesse, moins il y a de contestations locales, plus les dictateurs peuvent rester, plus la France-Afrique peut s'installer. Deuxième cercle vicieux, l'immigration est un phénomène auto-entretenu depuis les années 50, c'est-à-dire les immigrants qui arrivent ici envoient de l'argent au pays et évidemment sont des réseaux qui suivent les réseaux de famille. Et ça permet d'entretenir à la fois l'inégalité entre les familles, entre les gens qui ont des émigrés et des gens qui n'en ont pas. Ce qui permet aussi de financer le népotisme, donc la corruption, la gérontocratie, etc. Et d'instituer aussi, d'instiller dans la population locale une mentalité de type occidental, de type consumériste et ostentatoire. C'était très bien pointé par un sociologue, Abdelmalek Sayad, dans la double absence d'immigrés qui est absent là-bas et absent ici. Très intéressant. Et donc l'immigré qui retourne au pays, il fait preuve d'ostentation, il faut qu'il montre qu'il a réussi là-bas, donc il claque beaucoup d'argent, il donne de l'argent à gauche, à droite, etc. Évidemment, il donne envie à tout le monde de partir, et à partir de là, s'inscrit un désespoir dans la jeunesse là-bas, qui rêve et qui a l'impression que la vraie vie est là-bas. Voilà. C'est l'Eldorado occidental. Et que le pays de toute façon est pourri, que ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui sont partis là-bas. Voilà. L'oncle d'Amérique, hein, on avait eu ça un peu en France, et qu'il faut le suivre. Voilà. Deuxième cercle vicieux, ça suscite des départs. Le départ de quelqu'un suscite des départs. Enfin, après, l'immigré réussit ou pas, mais il fait croire qu'il réussit. Voilà. Parce qu'évidemment, ce serait un constat d'échec. Troisième cercle vicieux, la formation d'une communauté étrangère en France, donc Algérie, ou portugais, ou italien, etc. Facilite énormément l'immigration. Ça permet de faire un sas d'accueil qui ne fait que augmenter l'immigration. Si on laisse l'immigration à elle-même, elle va augmenter du fait de la facilité que permet la communauté en France. C'est ce qui fait qu'on aboutit en France aujourd'hui de plus en plus à une société de type multiculturel, c'est-à-dire une fragmentation des sociétés. Alors, c'est ce qu'on a effectivement en France, mais en Belgique aussi, c'est ce qui se passe en Allemagne. Autrement dit, une évaporation de ce qu'on a appelé la solidarité nationale, il ne peut plus avoir de solidarité entre communautés qui sont ethno-culturellement différentes et qui ne se reconnaissent plus comme égales. Donc on a un pays qui se fragmente, et du point de vue de l'oligarchie, c'est parfait. Ça veut dire qu'on a un peuple qui est incapable de s'unir pour renverser la situation. Nous avons une multitude de peuples à l'intérieur de frontières. Le projet multiculturaliste est foncièrement antidémocratique. Voilà. Ça empêche profondément de prendre une décision collective, notamment pour ou contre la décroissance. C'est plutôt une multitude de pôles avec un État dominant qui tranche en fonction de ses propres intérêts.
et qui montent éventuellement des communautés les unes contre les autres. Autrement dit, l'immigration, aujourd'hui, est ce qu'on pourrait appeler une ingénierie sociale. C'est-à-dire on arrache les gens à leurs racines d'un côté et on crée une greffe sur un autre pays de l'autre. Ingénierie sociale planétaire. Autrement dit, l'immigration est une pièce maîtresse de la méga machine économique d'un pays. Ce n'est pas du tout un phénomène, on peut en parler, hein, mais ce n'est pas du tout un phénomène globalement qui en règle. D'où, évidemment, l'éloge qu'on entend de la part des oligarques, l'éloge de la mondialisation, de la mobilité, du nomadisme, de l'opportunisme, du déracinement, de l'adaptation, de la pseudo-autonomie, etc. On est donc extrêmement loin de l'écologie. C'est donc mon premier point. Maintenant, il faudrait se demander ce qu'il en est précisément du point de vue de la décroissance. Alors, deuxième point, immigration et projet décroissant. Nous sommes des écologistes, et en tant qu'écologistes, on s'est intellectuellement intéressé au tiers-mondisme des années 70. On en vient pour les plus anciens d'entre nous, parce que les pays qui venaient se décoloniser ont été, pour nous, la possibilité d'instaurer un autre mode de développement, qui serait autre que le mode de développement suivi par l'Occident. C'est à ce moment-là qu'on a cru que pouvait naître un autre mode d'être ensemble, un type de société, un autre mode de production, notamment et principalement parce que, hors Occident, les gens ne sont pas des homo economicus. Homo economicus, donc l'humain qui réfléchit en calculant en permanence les gains, les coûts, etc. L'homme du capitalisme. Et nous voyons, en tant qu'écologistes, des valeurs importantes exister encore dans le tiers-monde. Et des valeurs qui ont disparu dans les pays occidentaux. Je parle de la socialité, évidemment, je parle de l'hospitalité, de la convivialité. Je parle de l'enracinement dans une communauté humaine, dans une culture, dans des traditions, dans des écosystèmes. Je parle d'une simplicité de la vie, d'une sobriété, d'une consommation, de pratiques écologiques, de recyclage, de réutilisation. Une débrouillardise aussi, un rapport avec les machines beaucoup plus libre. Je ne sais pas si vous êtes allé en Afrique, mais c'est quand même assez impressionnant la manière dont ils bricolent les voitures et les ordinateurs. Mais c'est un modèle, effectivement. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un modèle, et c'est une attitude qui n'est pas du tout consommatrice. Alors que ces décolonisations, globalement, entièrement, ont été un échec du point de vue de la décroissance. Ils n'ont pas réussi à inventer un autre mode de développement. Ils ont essayé un mode de développement marxiste-léniniste, pour certains d'entre eux, donc c'était une catastrophe, hein, c'était la casse barbarie, voilà, et puis peu à peu, ils ont tenté de se rallier à la voie occidentale. L'Asie du Sud-Est a particulièrement réussi, l'Afrique noire a tout à fait échoué, c'est une économie qui vit de dons, ça a été dit, c'est essentiellement les familles émigrées qui financent les pays. Échec des décolonisations, parce qu'en face des valeurs décroissantes que j'ai citées, il y a aussi un certain nombre de valeurs qui pour nous sont essentiellement négatives. Je parle de l'hétéronomie religieuse, du familialisme, la gérontocratie, du sexisme, la corruption, le népotisme, le clanisme, le régionalisme, le racisme ethno-religieux, le contrôle mutuel de la société, etc., le contrôle social, etc. Et l'immigration est un symptôme de cet échec des décolonisations. Si les gens viennent ici, c'est pour vivre dans un monde, une société qui n'ont pas réussi globalement à recréer la main. Et ils ont eu des obstacles, évidemment. Donc on peut se demander si, dans le fait migratoire, il n'y aurait pas moyen de rejouer ces décolonisations ratées. Autrement dit, si le migrant, en arrivant ici, ne peut pas quitter les valeurs qui pour nous sont les plus régressives, et garder ces valeurs de simplicité, d'hospitalité, de convivialité, etc. Autrement dit, un tri dans ces valeurs-là. C'est très difficile parce qu'il y a une imbrication de deux. Un migrant vient en France, ou dans les pays occidentaux, pour trois grandes raisons, on peut dire. Un, pour trouver un état de droit. Deux, trouver un moyen d'une ascension sociale. Et troisièmement, avoir un accès à une société de consommation. Les trois étant là aussi interdépendants, mais il ne faut pas négliger l'attrait extraordinaire et quasi mystique que représente la société de consommation.
Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est très rare. Moi, j'ai jamais croisé un immigré qui venait ici pour décroître. La plupart du temps, le passage d'une frontière est l'équivalent d'un passage d'un statut hiérarchique. Voilà. On vit en France, c'est ce qui permet de court-circuiter la hiérarchie sociale du pays d'origine. C'est une ascension hiérarchique. En arrivant dans l'Occident, il arrive dans une situation largement délabrée. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Qu'est-ce que ça dit? Je parlais du délabrement de l'Occident. Effectivement, les grandes valeurs qui ont fait l'Occident et dont on peut être extrêmement fier sont moribondes, sinon quasiment disparues. Et c'est aujourd'hui la valeur du consumérisme qui domine. L'immigré en arrivant ici est convié à quoi? À consommer, essentiellement. Si ce n'était pas son projet de départ, en arrivant ici, il n'est plus invité qu'à ça. Il n'est plus invité qu'à ça, et en même temps, la plupart du temps, il prend place dans une communauté locale dont j'ai parlé. Et la communauté, la diaspora, va maintenir autour de lui un carcan culturel qu'il a fui là-bas, un contrôle social. Et on va se retrouver avec une alliance des pires, en quelque sorte. On va avoir des immigrés avec un pôle imaginaire en deux parties, la réussite sociale, l'inflation technologique, l'opportunisme, l'insignifiance qui habite l'Occident, et de l'autre côté, les valeurs régressives de son pays d'origine. Autrement dit, la bigoterie, le communautarisme, le racisme ethno-religieux, etc., etc. Et on arrive en France à cette situation intenable qui est, du point de vue décroissant, une sorte d'échec de l'immigration. Il y a un échec de l'économisation, instituer un autre mode de société, et on a aujourd'hui un échec de l'immigration, où il n'y a pas du tout une fécondation de la société d'accueil par des valeurs autres, mais plutôt une alliance des pires, des deux côtés. Et c'est une fragmentation du territoire et des institutions. On arrive aujourd'hui à un séparatisme extrêmement important qui annonce même des sécessions. On parle des territoires vers de la République. Et de manière générale, ce qui instille, notamment en France, une insécurité culturelle. Voilà. Notamment dont l'islam est la pointe avancée. Cela induit en même temps, accompagne des mobilités à l'intérieur du territoire. Chacun est invité à trouver du travail là où il y en a, à déménager lorsqu'il le veut. Et lorsqu'on se trouve dans une région d'immigration, très très vite, on se retrouve invité à partir. Moi j'ai habité dans un grand ensemble à Saint-Denis. J'ai vécu une vingtaine d'années, j'étais extrêmement bien. L'évolution du quartier a été catastrophique. Et peu à peu, je ne suis plus du tout plus là où j'étais. J'étais entouré de gens qui m'ont aidé de travers, en plus qu'on était un couple mixte et que c'était très très mal vu. Donc j'étais obligé de déménager et de me déraciner à mon tour. Ce qu'on a appelé le white flag, pour ceux qui connaissent. La plupart du temps, c'est des gens qui s'installent en France périphérique. Autrement dit, nous sommes dans une situation de déracinement généralisé, ça a été dit, une humanité nomade à toutes les échelles. Échelle locale, échelle régionale, échelle nationale, internationale. Nous vivons l'époque de l'homme en situation de déracinement et de mobilité. Il y a donc une disparition des cadres, et culturels et symboliques, une sorte d'homogénéisation culturelle mondiale, l'émergence d'une nouvelle culture, en face de laquelle, en réaction, on a la renaissance de l'intégrisme, de crispations identitaires, qui sont des pseudo-identités, mais qui peuvent être évidemment extrêmement agressives. Je parle de l'extrême droite musulmane, qui défraie régulièrement la chronique, évidemment. Alors on n'est pas loin du tout en fait de l'écologie, hein, parce qu'on parle énormément de la disparition de la biodiversité, mais vous savez aussi bien que moi qu'il y a une interdépendance extrêmement profonde entre les cultures humaines et les écosystèmes. Il y a une intimité qui s'est installée depuis des milliers d'années entre les humains et la nature, entre guillemets, et tous les écosystèmes aujourd'hui ont subi une coévolution
avec les pratiques humaines. S'il y a une perte de la diversité sociale, il y a nécessairement une perte de la biodiversité naturelle, et réciproquement. C'est une question qui est assez rarement abordée. Donc c'était le thème de mes études, je suis écologue de formation, et il y a une interdépendance entre ce qu'on appelle la sociodiversité et la biodiversité. Alors, on peut toujours évidemment essayer de construire une nature sous cloche, entretenue artificiellement, mais là on passe dans un autre monde que le monde que l'humanité a connu depuis au moins 10 000 ans. Et là il y a une vraie aporie, une vraie question sans réponse. Je l'ai dit que j'en avais pas. C'en est une. Comment arriver à faire coexister sur la planète différentes cultures, sans les cloisonner, mais sans non plus les altérer, tout en arrivant à combattre l'hétéronomie et l'impérialisme. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Il est question de revenir au monde il y a 800 ans, avec des cultures qui s'ignoraient les unes les autres, ou qui se massacraient sans même se connaître. Et en même temps, la biodiversité est à ce prix-là. Et on ne veut pas non plus une homogénéité culturelle avec des hommes qui pensent tous la même chose, avec une pamixie, des gens café au lait, avec les yeux légèrement brûlés, qui parleraient la même langue. Même si c'est votre utopie, ce n'est pas compatible du tout avec une biodiversité naturelle. Et là, je n'ai pas du tout de solution. Quel est le monde que l'on veut, ce n'est pas ça du tout. Dernier point, je finis là-dessus, sur la question de l'immigration proprement dite. Est-ce qu'elle peut être écologique et à quelles conditions? Alors, d'après ce que j'ai répondu, l'immigration actuelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui n'est pas une immigration qui s'est déroulée jusqu'aux années 70 ou 80, l'immigration actuelle ne peut pas être écologique. C'est une thèse assez provocante et que je vous soumets. Pourquoi? Parce que c'est une immigration qui est massive, qui est croissante, une immigration de peuplement, une immigration qui est communautaire, qui est animée par un ressentiment, voire même qui est colonial. Dans ce cadre-là, on ne peut pas vivre en société. Nous sommes dans un autre monde. Voilà. Et la question de l'écologie ne peut pas se poser du tout de la manière que nous la posons, c'est-à-dire une décision consciente, réfléchie à plusieurs. Le cas des réfugiés climatiques. On parle énormément des réfugiés climatiques, mais il me semble qu'il y a, alors c'est une question qui est difficile, mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout abordées, et c'est essentiellement les bons sentiments qui prennent le dessus sur le raisonnement. Alors d'abord, lorsqu'on accueille un réfugié climatique, donc c'est une question de vie ou de mort, hein, on accueille la personne, et je pense qu'il n'est pas question de venir dessus. Ce n'est pas une solution écologique. C'est une solution humanitaire. C'est notre humanité qui nous dicte d'accueillir la personne qui est en danger de mort, mais ce n'est pas du tout une solution. Arrivant ici, il consommera, il travaillera, il participera à toute la machinerie occidentale, ce sera un occidental en plus. C'est pas ça qui va ralentir le réchauffement climatique. Voilà, on soit d'accord là-dessus. Hein. Il y a l'impératif humanitaire et il y a la réalité écologique. Ce n'est pas une solution. Ensuite, la plupart des cas de réfugiés climatiques sont beaucoup plus compliqués qu'on le pense. Alors, les cas les plus simples, ce sont les cas des archipels, des Seychelles, etc. Les îles vont disparaître. Voilà. La hausse du niveau de mer ne va faire que le support physique à leur organisme va disparaître. Dans ces cas-là, évidemment, il ne faut pas photo, ce sont éminemment des réfugiés. Le reste du temps, les choses sont beaucoup plus compliquées. Je pense notamment au lac Tchad. Alors, je parle sous le contrôle de M. Villiers. Le lac Tchad, c'est un grand lac à la confluence de 4 États, Nigeria, Niger, le Tchad et le Cameroun, qui rassemble une trentaine de millions de personnes et qui est en train de s'assécher au fil du temps, de manière drastique. Alors, il y a d'abord des variations normales du niveau de l'eau. Il y a effectivement une diminution assez importante due, semble-t-il, au changement climatique, mais due aussi à une irrigation croissante des cours d'eau qui convergent et qui l'alimentent, parce que l'augmentation de la population, qu'il faut bien manger les champs, la pose de barrages multiples, il va y avoir les 4 États autour, des rivalités entre États, entre ethnies, dû aussi à une question de surpêche. C'est aussi à cet endroit-là que Boko Haram, la secte islamiste,
fait des ravages depuis des années. Il y a aussi des problèmes de banditisme, il y a aussi un problème de rendement absolument abominable. Il y a aujourd'hui une disparition de fait du droit d'asile en pensant l'étendre à tout le monde. Voilà. Et on tue l'asile. Alors que c'est vraiment un élément essentiel d'une politique étrangère française ou nationale. Donc, si on suit la voie que l'on suit aujourd'hui, notamment sous la pression des belles âmes qui voudraient que n'importe quel étranger soit un réfugié, puisqu'apparemment la vie est invivable en dehors de la France, invivable ici réellement, on ne rend pas du tout service. Donc là, je pense aussi que les bons sentiments doivent reculer en face de bon sens. Parce que, d'autant plus qu'il y a un phénomène de compensation, en face, on a évidemment une arrivée de populistes à qui il coûte très peu de pointer des éléments de réalité. Voilà. Lorsqu'un demandeur d'asile est un Ivoirien, on a du mal à le prendre au sérieux. Aujourd'hui, les premiers demandeurs d'asile, en 2017, c'était les Albanais, les Géorgiens, les Ivoiriens et les Guinéens. Voilà. Et l'asile est donné prioritairement, et c'est normal, aux Soudanais, aux Érythréens et aux Afghans. Voilà. Donc aujourd'hui, un immigré demande, et beaucoup d'Algériens, demandent l'asile au cas où ça marcherait. Voilà. Ça s'appelle un galvaudage du statut d'asile. Donc si on veut qu'il y ait vraiment des réfugiés climatiques qui arrivent à les accueillir, il faut aussi galvauder cette notion-là. Et je finis sur la réfugié climatique rapidement. Je prends du retard. Non, il n'y a pas le temps. Autrement dit, la question du réfugié climatique, il faut l'aborder de manière rationnelle et surtout, il faudrait arriver à avoir des sociétés mondiales qui puissent arriver à s'adapter à un changement climatique. Par des pratiques de culture, par une organisation de la société, autant que possible, les sociétés soient capables de se changer. Voilà. C'est d'arriver à accueillir un nouveau changement en modifiant les plants cultivés, en modifiant le mode d'irrigation, la répartition de la population, etc. C'est évidemment un chantier absolument énorme, mais il faut arrêter de se dire le monde va à sa perte, il suffira d'accueillir les gens ici, on en lâche le nourrir. Voilà. Ce n'est pas une solution. C'est un vrai problème, ce n'est pas de solution, mais ce n'est pas une solution. La bien-pensance n'est pas une solution. 3 points juste pour finir, pour tenter de finir sur des choses un peu plus, pas gaies, mais un peu plus encourageantes. Une immigration peut être écologique à condition qu'elle favorise les échanges culturels réels. C'est-à-dire que les uns et les autres, les autochtones et les immigrés qui arrivent, parviennent à échanger le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Ce qu'on a aujourd'hui, on a parlé des populations arabo-musulmanes qui réduisent leur culture à la religion. Voilà. Et qui la pratiquent de manière la plus régressive possible. Évidemment, il n'y a aucune possibilité d'échange culturel. Nous sommes un pays laïque, de culture chrétienne, moi je suis personnellement athée, enragé. Il n'y a pas de solution possible. Alors que la culture maghrébine, il y a beaucoup d'autres choses que la religion. Voilà. Même chose en France, qu'est-ce qu'on a à offrir aux immigrés à part la consommation? On a énormément de choses à offrir. La pensée laïque, la pensée démocratique, la philosophie telle qu'on la connaît, la rationalité, etc. etc. Mais on leur offre, déjà. On leur offre déjà, mais enfin bon, moi personnellement, je trouve que ce sont des valeurs qui sont moribondes en France. On va discuter, hein, mais moi je suis extrêmement pessimiste, c'était ma vie vraiment au quotidien. Je trouve ça extrêmement rare de rencontrer, notamment un courage intellectuel d'aborder ces questions-là, qui n'ont pas été abordées depuis 40 ans, parce que c'est dangereux, c'est la bien-pensance, c'est un tabou. Et je remercie encore des Croisants Sud-de-France d'avoir organisé ces réunions-là. C'est courageux, ça fait du bien de le voir, et c'est pas pour. Oui. Je pense à. Donc, le meilleur de soi-même. Échanger notamment, en gros, une approche démocratique qui est propre à l'Occident, une approche humaine qui survit encore dans le monde occidental, avec des relations qui restent des relations qui sont encore des relations très chaleureuses et empreintes de sobriété. Je pense que c'est un petit exemple à Pierre Rabhi. Je ne suis pas un fan de Pierre Rabhi, mais non, on est d'accord. Mais
moi, à une époque de mon parcours, il m'a parlé, parce qu'il le dit assez explicitement d'ailleurs, il a ramené quelque chose d'Algérie, qui est de l'ordre du bon sens, qu'on a perdu ici, qu'on avait perdu. Et je trouve qu'il n'a pas ouvert la voie, mais en tout cas, à mon avis, il désigne une voie qui est d'intelligence. Un dialogue entre les cultures, sur un plan très pratique, pour l'écologie, il y a quelque chose de très vrai dans sa démarche, très authentique. Alors, il y a un discours assez anti-moderne, je trouve des plans anti-modernes, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mais c'est pour moi une immigration qui pourrait être de type écologique, c'est ça. Et j'ai rencontré un certain nombre d'immigrés qui étaient dans cet état d'esprit. Échange culturel, parce qu'en face de la crise mondiale qu'on traverse, l'Occident ne va pas s'en sortir tout seul. Très profondément, je pense que l'Occident ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut qu'on entre en dialogue avec d'autres. C'est très difficile, il y a des choses peut-être un peu partout, il y a des pièges intellectuels, des pièges de tout type, mais je pense que c'est une nécessité. Il faudrait ensuite la réinvention d'un projet de société ici, évidemment. On en est extrêmement loin, même s'il me semble que les Gilets jaunes c'est le début de quelque chose. On va très sûrement en discuter, mais il y aurait une urgence à changer le modèle de la civilisation occidentale, qui aujourd'hui n'a qu'à offrir l'opulence au reste du monde en se foutant de ses conséquences. Enfin, je pense qu'il faudrait avoir le courage d'aborder la question du retour des migrants dans leur pays. Il y a des institutions qui s'en chargent. Et je pense, là, pour le coup, à Madjidine Cissé, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une porte-parole du collectif des sans-papiers de l'église de Saint-Bernard en 96. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'y étais. Donc elle militait pour la régularisation des sans-papiers. Et peu de temps après, elle est partie au Sénégal. Et au Sénégal, avec une coopérative de femmes, en ayant un discours très très cohérent. L'Afrique n'a pas d'avenir en Europe, l'Afrique a un avenir en Afrique. Il faut tenter, sur place, de développer le pays. Ce sont des voies qui sont différentes de la voie occidentale, en prenant le meilleur, le féminisme, parce qu'avec une coopérative de femmes, et en disant il faut retenir nos jeunes. Nos jeunes n'ont pas à partir chercher de l'argent en Europe et faire rêver les autres jeunes qui restent pour qu'ils partent à leur tour, etc. Il y a un avenir en Afrique. Enfin, il y a un excellent démographique, là-dessus, on pourra en discuter. Ce retour des migrants est tabou, c'est absolument horrible. Et tout ce que je viens de dire à propos de l'immigration, si je parle de l'exode rural, ce sera acquis pour vous. Oui, l'exode rural est une saloperie. C'est la certification des campagnes, c'est la sururbanisation, la métropolisation. Il faut que les gens restent dans les campagnes, et voire même, il faudrait que les jeunes urbains repartent dans les campagnes. Je pense que là-dessus, on est entièrement d'accord. Je vois pourquoi l'immigration, ce sera autre chose. L'immigration, c'est un exode rural à l'échelle internationale. Et le cerveau bloque quand c'est de passer de l'un à l'autre. Ça s'explique psychologiquement, mais je suis d'accord. Bref, il faudrait, ce sera ma conclusion, essayer d'abattre la fascination pour l'opulence et la consommation. C'est aujourd'hui ce à quoi, caricaturant ce régime d'Occident, il nourrit une tendance religieuse en promettant le paradis. Et ça, c'est un des moteurs fondamentaux de l'immigration. C'est en France, on aurait inventé le paradis. En Afrique, lorsque j'ai fait un petit voyage en Afrique avec un copain burkinabé, et les gens m'ont posé 3 questions. Ils m'ont dit, est-ce que c'est vrai qu'en France, il y a de l'argent qui sort des murs? Non, on a beaucoup d'argent, mais il n'y a pas d'argent sur les murs. Si, alors. Du robinet. Non. C'est des scooters électriques. Le distributeur m'a dit le billet. J'ai mis un quart d'heure à comprendre. C'est ça l'image du paradis. Je ne connais aucun Français qui ait véhiculé cette image. Non, mais c'est ce qu'il voit là-bas. C'est ce qu'il voit. Deuxième question. Un enfant de 5 ans comme ça. Deuxième question. Il me dit, dis-moi, est-ce que c'est vrai que là-bas en France, vous marchez sur de l'argent? On a beaucoup d'argent, mais non, on ne marche pas sur l'argent. Il dit, ben, si. Il paraît que toute la journée, tu peux marcher sans te salir les pieds dans la boue. Ben oui, il y a du béton partout. Il y a du bitume partout. Nous marchons sur de l'argent. Il a fallu dépenser de l'argent pour construire. À Ouagadougou, alors c'était il y a longtemps, à Ouagadougou, on traversait la ville, c'était à 50% la terre battue. On dépense, il n'y a pas d'argent qui est dépensé pour mettre les villes. D'abord de l'extractivisme.
Et dernière question, un peu plus classique, est-ce que c'est vrai qu'en France, vous construisez des maisons pour les voitures? Oui, ça s'appelle un garage. Pour vous dire, mais il ne faut pas se moquer, moi, c'est ce que ça m'a fait comprendre énormément de choses. Voilà. Moi, si je suis pas pauvre, je suis parti à Emos avec le RMI, je ne sais pas comment vous avez fait. Là-bas, je gagnais autant qu'un prof d'université qui nourrissait les 15 personnes de sa famille, de sa maisonnée. Il y a un niveau qui est vraiment extrêmement différent. Donc, la France, l'Europe, l'Occident apparaît comme le paradis réalisé sur Terre. Et ça active un mythe religieux extrêmement, très très profond. Et je pense que c'est un des principaux mythes que nous aurions à affronter et à détruire ici. Et ça, c'est un problème absolument énorme, évidemment. Et je vais finir là-dessus. Merci de m'avoir écouté.